Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire Innovatome. Pour ceux qui nous ont rejoints, du coup, ce webinaire s'intitule SMR et EPR2, quelle innovation autour de ces filières. Je suis Pierre Cadio, je serai votre modérateur aujourd'hui. Donc on a aussi Thomas de la société Advancecom qui fait la partie technique dans l'ombre, qui est l'administrateur en fait du webinaire et qui sera présent en support technique. Pour tous ces points techniques, je vous redirigerai vers le chat, en fait, pour échanger avec Thomas pour toutes les questions d'ordre technique. Voilà. Enfin, pour tous les points questions-réponses, on aura, comment dire, il y a un onglet en fait dédié. Donc là, pas dans le chat, ça nous permettra à nous de les voir plus facilement. Voilà. On va attendre encore quelques secondes parce que là, du coup, nous avons du coup moi qui serai le modérateur. Nous avons aussi Charles Merlin que vous pouvez voir, qui est du coup conseiller nucléaire adjoint à Washington, près du CEA. Et on attend du coup Victor Richet, le coordinateur technique sur le PR chez Assystem. On va attendre encore quelques minutes. Ok. Hmm. Donc ce webinaire, on va commencer, les derniers nous rejoindront. Ce webinaire est organisé par la SFEN Jeune Génération, qui rassemble les étudiants et jeunes professionnels de la SFEN, la Société française de l'énergie nucléaire. La SFEN Jeune Génération a plusieurs activités au niveau international, national et en région. Et pour en savoir plus, du coup, retrouvez-nous directement sur nos réseaux sociaux. Pour ma part, en fait, je suis impliqué dans la SFEN Jeune Génération, notamment dans l'organisation des webinaires Innovatome, dont vous avez certainement pu voir le premier et le troisième qui arrive la semaine prochaine. Et je suis en fait chez Alten sur des projets nucléaires depuis septembre 2018. Ce deuxième webinaire s'inscrit dans un cycle de trois webinaires sur les axes stratégiques de transformation de la filière et en termes d'innovation et de recherche et développement. On a prévu trois cycles. Donc le premier, effectivement, avec un axe assez stratégique. Le deuxième sur un aspect plus soft skill, comment communiquer, comment former. Et enfin un troisième qui sera plus technique. Pour ce webinaire, on va s'intéresser en fait à une certaine typologie des nouveaux réacteurs. Donc en premier lieu, on verra les innovations sur les SMR, les Small Modular Reactors. Ce sont des petits réacteurs nucléaires. Ces petits réacteurs-là, ils existent depuis les années 60. Mais il y a de nombreux changements, des changements de paradigme, mais aussi des évolutions technologiques qui remettent en cause en fait, ce paradigme et qui remettent ces réacteurs sur le devant de la scène. Vous avez peut-être déjà entendu parler avec Neward, avec d'autres concepts outre-Atlantique. Et là, ça va être l'occasion de, grâce à Charles qui est présent, de nous présenter un peu plus ce qui se fait, parce qu'il y a en particulier comment dire, un point sur, comment dire, sur Neward qui est en développement en France, mais il y a aussi une effervescence outre-Atlantique, États-Unis et Canada, qui est intéressant à présenter. Voilà. Et du coup, Charles Merlin pourra nous donner un éclairage en fait sur ces innovations en termes d'évolution juridique et légale, mais aussi des innovations plus techniques. Voilà. En second point, on va voir du coup le sujet de l'EPR2, parce que la question du renouvellement du parc français, du parc nucléaire français est d'actualité. La SFEN a sorti il n'y a pas très longtemps une publication qui mentionne l'intérêt de la construction de 6 nouveaux EPR2 pour faire partie du plan de relance de la France, tout en bénéficiant du retour d'expérience du REX de la construction des EPR. Et donc Victor, qui va se connecter prochainement, nous expliquera la méthodologie qui est appliquée par un système sur son périmètre d'intervention sur le projet EPR2. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Charles
pour 15 minutes. Après ça, on aura 5 minutes de questions-réponses rapides. Et après ça, nous enchaînerons du coup sur la présentation de Victor. Donc bonjour à tous, donc je suis Charles Merlin, conseiller nucléaire adjoint à Washington, à l'ambassade de France. Donc je travaille pour le CEA mais la filière en général. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui se fait aux États-Unis actuellement, donc en matière de SMR et de MMR. Donc je vais revenir un peu sur les définitions rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc, tout d'abord, comme c'est pas forcément connu par tous, je vais vous donner un peu une idée de comment ça se passe aux États-Unis. Ce sera plus clair pour après. Donc, il y a le Congrès, qui est donc les chambres législatives, donc l'équivalent de donc la Chambre des représentants et le Sénat, donc, qui vote les lois et surtout vote les budgets. Donc, c'est ça, on va dire, c'est ceux qui ont les cordons de la bourse. La NRC, donc c'est la Regulatory Commission, donc c'est l'autorité de sûreté, l'équivalent de la SN. Le, si, le DOI, alors c'est le département de l'énergie, alors c'est une sorte de ministère de l'énergie, mais il y a aussi les laboratoires nationaux, donc en fait c'est un peu comme s'il y avait un ministère de l'énergie qui était aussi le CEA. Voilà, c'est l'équivalent du CEA aux États-Unis. Donc les universités qui sont beaucoup plus importantes du côté américain que du côté français pour la recherche en matière nucléaire. Quand je dis très importante, c'est-à-dire que la plupart des grosses universités ont des réacteurs de recherche directement sur le site de l'université. Par exemple, le MIT, il y a un réacteur en dessous de Boston. Voilà. Les utilities, là aussi, c'est les électriciens. Donc, il n'y a pas il n'y a pas d'EDF américaine. Il y a quasiment une trentaine de, de utilities qui exploitent des réacteurs. Ça peut aller de un seul réacteur dans un état du Midwest à une trentaine comme Exelon. Donc il y a vraiment tout un spectre de d'électriciens qui auront leur importance après, on va le voir. Et donc après, on a les grands groupes industriels classiques, Westinghouse, GE Hitachi, BWXT, même comme des groupes français comme Framatome Inc. ou Orano, US, Holtec, etc. Et maintenant, on a aussi un écosystème de start-up du type Nuscale, TerraPower, Oclo, Terrestrial, donc, qui forment en fait, c'est le secteur privé, mais côté industriel. Voilà. Donc, le paradigme Advanced Nuclear. Alors, il faut bien comprendre que derrière cette appellation qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, la génération 3, donc tout ce qui était APMI, l'EPR, etc., était déjà appelé Advanced Nuclear, mais le terme a été repris. Donc, aux États-Unis, on parle plus du tout quasiment de génération 4 ou voilà, de quatrième génération, de tout ça. On parle d'Advanced Nuclear, ce qui consiste en fait à prendre en compte l'intégralité des SMR, ceux à eau légère compris, ainsi que tous les réacteurs avancés, donc sel fondu, haute température gaz, etc. Donc on a un énorme focus sur l'advanced nucléaire en ce moment en Amérique du Nord, mais particulièrement aux États-Unis, qui est né en fait de l'échec des AP1000. Donc les AP1000, c'est les réacteurs de génération 3 américains développés par Westinghouse, donc concurrent de l'EPR. Donc à l'origine, il y avait deux chantiers de deux réacteurs aux États-Unis. Il y en a un qui s'est arrêté en cours de route, qui est à Vissy Summer. L'autre se poursuit à Vogel en Géorgie. Pour vous donner une idée, pour deux AP1000 d'une puissance de 1100 MW électriques utiles chaque unité, on en est à 25 milliards de dollars. Donc le chantier devrait prendre fin, la première unité devrait être opérationnelle l'année prochaine et l'autre en 2022. Malgré le fait qu'il y a eu quand même, de même que pour l'EPR en Chine, il y a deux centrales de deux AP1000 qui fonctionnent en Chine depuis 2-3 ans. Donc ce focus, il est né de l'échec de ces gros réacteurs, c'est-à-dire que l'industrie ainsi que le législateur, enfin, tout le monde est à peu près convaincu qu'il y aura plus de gros réacteurs construits, enfin plus de lancement de construction de gros réacteurs aux États-Unis. Donc c'est fini, le paradigme est total, le changement de paradigme est total, donc c'est les SMR ou rien. C'est le focus sur l'advanced nucléaire, donc le nucléaire avancé, est aussi né d'une rivalité certaine avec la Russie et la Chine, c'est-à-dire qu'il y a un peu un esprit très années 60 sur une rivalité géopolitique, c'est-à-dire que les États-Unis considèrent qu'ils sont en retard sur les technologies nucléaires. C'est probablement le seul grand secteur technologique où ils sont aussi en retard sur leurs deux rivaux. Et donc l'idée, c'est qu'ils sont prêts à financer de façon publique, de façon assez lourde,
le renouveau de cette industrie de façon à pouvoir faire face en fait à ses concurrents. Donc le premier élan politique en matière d'advanced nucléaire, enfin de SMR véritablement, ça date de 2012, c'est le SMR Licensing Technical Support. Donc de ce procédé, en fait, c'est Muskel qui avait été choisi, enfin une autre entreprise, mais qui depuis a laissé tomber son projet, mais c'était Muskel qui avait été choisi, et donc Muskel a reçu dans le cadre de ce programme 224 millions de dollars, ça vous donne un peu une idée des fonds, et depuis 133 millions de dollars en plus, afin en fait de pouvoir faire certifier son réacteur et de pouvoir créer une centrale de 12 modules, donc 720 mégawatts électriques, sur l'Idaho National Lab, avec un consortium qui s'appelle UAMPS, et donc la construction débutera en 2023 et sera opérationnelle en 2027. J'accélère un petit peu. Donc, pour permettre l'émergence de ce paradigme, la NRC, donc l'agence l'agence de sûreté, si vous voulez, a entrepris plusieurs réformes. Donc, déjà d'avoir un retour d'expérience sur le SMR LTS. Donc, l'idée, c'est que dans les prochaines années, on doit passer la certification. Donc, pour Nuskel, la certification de son module devrait être effective à peu près en septembre de cette année. Mais on voudrait passer la certification qui a duré 38 mois pour Muskel. Pour les autres designs, on voudrait que ça dure entre 18 et 24 mois. Pour vous donner une idée, la PMIL dans les réacteurs de forte puissance, ça durait 48 mois. Donc on serait sur une réduction d'au moins par 2 du temps de certification des designs. Ils ont mis en place un Generic Environmental Impact Statement dans le processus de certification. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter d'avoir à chaque fois des items assez particuliers et qui prennent beaucoup de temps pour pas grand-chose au niveau de l'impact environnemental, l'évaluation de l'impact environnemental des designs durant la certification. Là, on aurait un seul template de comment on fait, donc ça permet déjà de réduire encore. Il y a une reconnaissance des propriétés intrinsèques des designs qui est envisagée, donc au niveau de la sûreté passive, notamment pour les réacteurs par exemple, sel fondu, haute température gaz, sodium, etc. De reconnaître les propriétés intrinsèques de façon à pouvoir réduire de façon considérable le scope du processus de certification. Et là, actuellement, il y a même un débat sur la réduction des Emergency Planning Zone, donc les EPZ. Donc là, c'est là où vous donnez de l'iode, etc. C'est la zone que vous devez couvrir en cas d'incident. Il y a plusieurs bornes, 10 miles, 20 miles, 30 miles, etc. L'idée, c'est de réduire tout ça à la clôture de la centrale, puisque de toute façon, s'il y a un incident, il n'y aurait pas de problème au-delà de la clôture pour pas mal de design. Donc ça, c'est aussi une grande transformation qui peut réduire fortement les coûts. Et donc vraiment, dans la tête de la NRC, c'est we have to be ready, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont avoir presque une dizaine de designs à certifier dans les prochaines années et des demandes. Donc ils savent qu'il va y avoir beaucoup de travail, surtout sur des filières qui sont quasiment inconnues à l'origine, comme les sels fondus, enfin, dans le sens où jamais rien n'a été certifié c'était des réacteurs, il y a quelques réacteurs expérimentaux des années 60, c'est à peu près tout le retour sur l'expérience. Donc au niveau de la collaboration internationale, on voit aussi une tendance à vraiment faire un rapprochement avec les Canadiens. Donc la NRC s'est rapprochée avec l'agence de sûreté canadienne, la Canadian Nuclear Safety Commission. Donc par exemple, ils réalisent des analyses communes des modules Muskel et IMSR. Donc IMSR, c'était Astrium, pour accélérer en fait la certification dans les deux pays. Il y a des discussions avec l'ONR britannique pour rejoindre en fait faire une sorte de triade autour des SMR, avoir une sorte de standardisation, et même il y aurait le souhait d'une standardisation plus large, quasiment occidentale, qui pourrait se passer via la Nuclear Energy Agency, on en parle aussi. Donc un gros projet de réacteur qui est assez important, qui permettra un peu l'émergence de ça et qui en même temps n'est pas totalement nécessaire, c'est le Versatile Test Reactor. Donc en fait, pour tester pas mal de ces réacteurs de nouvelle génération sont des réacteurs à spectre rapide avec des forts flux. Donc et pour le moment, pour les industriels américains, ils étaient obligés de les faire tester leurs composants ou leurs combustibles, etc., dans des installations de recherche russes, et c'était très compliqué parce que c'est les seuls qui avaient les réacteurs de recherche. Donc là, on a un gros projet de réacteur de recherche de 300 MW thermique à spectre rapide, RNA, qui devrait être opérationnel entre 2026 et 2028.
Donc là, on voit vraiment l'application du secteur privé, puisqu'il est designé par GE Hitachi Chris, mais aussi TerraPower, donc le startup de Bill Gates, qui réutiliserait une partie des travaux qui a été fait pour le Traveling Wave Reactor, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui devait être construit en Chine et qui ne serait pas au final. Voilà. Et donc, il y aurait peut-être une potentielle implication française avec le CEA qui est identifié par le DOI comme un partenaire intéressant pour son expérience sur le sodium. Donc ça, c'est un réacteur assez important puisqu'il va servir en fait pour les concepts les plus avancés et pour l'optimisation. Puisque même, il y aura quand même quelques réacteurs montés avant. Accélère un petit peu. Donc, un grand projet qui a été lancé récemment pour vous donner une idée de à quel point les Américains sont sérieux sur le développement de ces réacteurs, c'est l'Advanced Reactor Development Program. Donc là, petite référence au Power Reactor Development Program de la fin des années 50, début des années 60, qui avait donné lieu à Shippingport, le premier PW, le premier REP à être construit. Donc voilà, donc toujours des références aux années 60, c'est un peu guerre froide, quoi. Donc le DOI a lancé ce programme, donc il souhaiterait 2 démonstrateurs opérationnels entre 2025 et 2027, qui pourraient toucher, donc chaque projet pourrait toucher 2 milliards de financement public, de subventions fédérales. Donc c'est assez énorme. Donc vous voyez c'est très agressif comme fourchette de temps, sachant que le projet de de Muskel sur l'INL est probablement pas concerné. Il pourrait probablement pas toucher ces financements. Et après, donc d'autres voies de financement pour des concepts moins matures, mais quand même avec pas mal de budget. Donc pour l'horizon 2030, 400 millions et pour encore après 40 millions pour 2035. Des opportunités pour les SMR en Amérique du Nord, il y en a beaucoup. Donc il y a INL Luant, donc les 720 MW de Muskel prévus pour 2027. Il y a aussi Chalk River, donc ça c'est la Tennessee Valley Authority qui a ce site qui souhaiterait installer 800 MW. Ils ont déjà un site permis, donc un permis de site avant 2030. Darlington 2, donc ça c'est donc Darlington c'est dans l'Ontario au Canada. Donc OPG va fermer entre 2024 et 2028 la centrale de Pickering, donc c'est 2,1 gigawatts, et souhaiterait le remplacer par des SMR, donc il faudrait probablement que ce soit opérationnel d'ici 2028, donc très agressif. Vous voyez que 2 à 3 gigawatts, ça change un peu la donne, donc il y aura probablement 2 à 3 fournisseurs choisis, mais dans tous les cas, ceux qui seront choisis, ça donne un véritable avantage vu le nombre de modules qui peut être impliqué. Il y a le Nouveau-Brunswick qui a son propre programme qui souhaite développer des bruyères de déchets, notamment des déchets de Kangoo d'ici 2030-2035 et qui est en discussion avec ARC et Moltex. Donc ARC, c'est un réacteur rapide au sodium, Moltex, c'est un réacteur à sel fondu. Et alors après, il y a d'autres régions qui sont intéressées, Porto Rico, le Saskatchewan au Canada, dans l'Ohio, il y a le site de Picton qui pourrait accueillir un réacteur. Et à l'international, les entreprises américaines sont assez agressives et sont soutenues par le DOI, font des Memorandum of Understanding avec pas mal de gouvernements d'électriciens locaux, de façon à pouvoir être impliqués, donc notamment en Europe de l'Est, au Royaume-Uni et en Jordanie. Donc ça, c'est les designs les plus avancés de SMR. Donc là, vous voyez très bien donc on retrouve Muskel. Il y a aussi Jitachi. Jitachi étant la seule major, donc la seule grande entreprise qui a un projet de SMR actuellement aux États-Unis. C'est très sérieux. Holtec, donc ça, c'est, vous voyez, 2 reps, un REB. Et après, par contre, on voit bien le niveau de développement avec enfin le niveau de vraiment de lancer des réacteurs avancés avec beaucoup de réacteurs à sel fondu specs différents, pas mal de réacteurs, enfin un réacteur à haute température gaz qui va fonctionner au triseau, au combustible triseau X énergie, Keros qui va être une sorte d'hybride entre un réacteur à sel fondu mais qui va fonctionner au combustible solide triseau aussi, et Arc qui fait du sodium. Donc voilà, ça c'est les plus développés. Je pourrais y revenir si vous avez des questions, mais je pense que là-dessus, vous trouverez toute la documentation que vous souhaitez en ligne, mais c'est vraiment celle-ci qu'il faut suivre. J'y reviens un peu après. Donc voilà, j'avais mis une petite carte pour orienter là-dessus rapidement. Donc pour les micro-réacteurs, donc les micro-réacteurs, contrairement aux SMR qui sont plus pour remplacer pour faire des centrales de puissance de 800 MW, voilà. Les micro-réacteurs sont eux donc plutôt de l'ordre du moins de 10 MW, donc pas de puissance, pas du tout
le même segment. Donc le DoD, donc le département de la Défense, souhaite des micro-réacteurs militaires mobiles d'ici 2023. Donc il y a une compétition entre X-Energy et BWXT qui propose des réacteurs à haute température gaz et Westinghouse qui propose un réacteur au sodium. Il y a l'Aurora d'Oclo, donc qui est un micro-réacteur à sodium qui va être construit à INL pour 2023. Donc là, c'est déjà enclenché. Il y a aussi un micro-réacteur qui va être construit au Canada d'ici 2023. La NASA a aussi ses propres programmes de réacteurs spatiaux et de propulsion nucléaire thermique qui va fonctionner d'ici 2024. C'est un véritable Eldorado de ce côté-là, avec plein de projets. Donc aussi que les designs les plus avancés. Donc on retrouve par exemple Urenco qui développe un micro-réacteur, enfin voilà. Et on retrouve Westinghouse qui est en train de sortir progressivement enfin, qui proposera toujours la P1000 à l'export, mais qui pour le moment n'a pas de SMR, enfin pourrait être impliqué sur le New World français. Je peux pas trop en parler, mais voilà. Mais sinon, qui compte s'orienter plutôt vers les micro-réacteurs aussi, orientés défense et donc pour vous donner une idée un peu de ce que ça donne sur l'idée de conception. Donc par exemple Muskel, c'est le design intégral, on va mettre le GV dans la cuve, l'échangeur de chaleur est hélicoïdal, donc là c'est encore une innovation qui est issue des centrales à charbon, donc de changer l'échangeur de chaleur. Des modules immergés en piscine qu'on peut déplacer, remplacer, etc. Une sûreté plutôt passive avec l'utilisation de la conduction, de la convection, des phénomènes de gravité. Une production en usine à terme et 3 opérateurs pour 12 modules. Donc on a une centrale avec 12 modules et il y aura 3 opérateurs comme un réacteur normal alors qu'il y a 12 réacteurs. Ça ne dérange pas la NRC. Par exemple, celui de GE Hitachi avec son BWRX300. Donc le SBWR que vous voyez à gauche, c'était le dernier design de gros réacteur de l'entreprise, qui était en fait l'évolution de l'Advanced Balloon Water Reactor. Vous voyez un énorme truc avec tout un tas de modules qui seraient, enfin tout un tas de composants qui seraient réduits simplement à sa plus simple expression avec un réacteur, un échangeur de chaleur et ça suffit. Donc et donc une réduction assez considérable du volume et de la quantité de matériaux nécessaires par mégawatt installé. Et l'autre approche, donc là vous voyez l'Aurora d'Oclo, donc très design de façon à avoir une acceptabilité sociale renforcée, qui serait ce genre de design est destiné en fait au Grand Nord plus ou moins, et ainsi qu'à des applications on va dire civiles ou militaires, mais pour la puissance publique. Donc là, ça fait 1,5 MW. C'est du combustible solide qui est baigné dans du sodium avec des caloducs au potassium qui passent dedans, qui servent de système d'échangeur de chaleur. Financement entièrement privé. Là, pas de subvention du DOI, c'est assez rare pour être noté. Déjà prêt pour être construit sur l'Idaho National Lab. Ils se sont arrangés pour avoir du combustible, des cycles d'environ 10 ans avant d'avoir besoin d'être rechargé parce que le combustible est enrichi à 20%, opérationnel en 2023, enfin très agressif toujours. Et donc voilà, j'ai déjà dépassé un peu le temps, donc je vais pas. C'est un peu court pour parler de autant de choses, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc si vous voulez aller plus loin, il y a les sites des différentes entreprises, celui de Fairway qui est un think tank américain qui suit de très près toute cette industrie. J'ai un rapport à venir à l'IFRI, je fais un peu ma pub là, mais si ça vous intéresse, tout est dedans. Et donc pour me contacter, j'ai laissé aussi mon adresse mail. Merci à vous. Alors, merci beaucoup Charles pour cette présentation. On a effectivement 2-3 minutes de retard, donc on va juste prendre une ou deux questions. Et après ça, du coup, on va enchaîner sur la présentation de Victor qui a pu se connecter. Donc sur les questions, si vous, enfin en tout cas si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Q&R, là où entre autres vous pouvez voter sur les questions justement que vous voulez voir répondre. Question, peut-on avoir les documents? Oui, de mémoire, Charles, cette présentation sera disponible. Oui, pas de souci. Vous pouvez même envoyer les questions que vous voulez, hein, je répondrai assez rapidement.
Voilà. Non, après, effectivement, il y avait en fait une question liée au, comment dire, enfin, il y avait plusieurs questions. Attendez, voilà, c'était d'une part effectivement question de savoir si on peut, s'il est prévu d'utiliser en fait les SMR pour d'autres applications autres que les applications électrogènes. Alors oui, donc c'est pour ça que d'ailleurs il y a autant de design avancé, plutôt réacteur à ciel fondu ou réacteur à haute température gaz, parce que l'idée c'est d'avoir une assez haute température. Pour le sel fondu et la STGR, on peut monter jusqu'à 700 degrés sans trop de problèmes normalement. Ok. Donc ça permettra de faire pas mal d'applications, notamment utilisation pour production d'hydrogène, mais aussi simplement chaleur pour l'industrie. Et en Amérique du Nord, ce qui est assez important, potentiellement aux États-Unis, mais aussi au Canada, l'Alberta est assez intéressé pour l'industrie pétrolière, donc tout ce qui est extraction de sable bitumineux et de traitement du blanchiment Charles, il graphique. faut que tu parles un peu plus fort. Voilà. Voilà, donc je disais, Ah, c'est oui, mieux. c'est prévu l'industrie chimique et notamment l'industrie pétrochimique, le raffinage et l'extraction des sables bitumineux, ce genre de choses. Il y a Ok. Euh, un beau marché. que je retrouve. Voilà. Ensuite, après, quelle opportunité pour une harmonisation des règles de licensing dans le monde? Parce qu'on commence à Ah, avoir une certaine harmonisation. c'est le grand sujet. Alors, mon avis, c'est que entre les États-Unis et le Canada, ça va aller assez vite. Le, probablement si le Mexique un jour y va, ça ira aussi assez vite. Et après, je pense que ça passera d'abord par les pays Five Eyes un peu. Donc, au Royaume-Uni, Australie, s'ils souhaitent monter des centrales, vu qu'il y a une réflexion actuellement, sans trop de problèmes, une harmonisation en fait dans le monde anglo-saxon. Après, avec le reste de l'Europe continentale et de l'Occident, c'est peut-être possible. Au niveau global, j'ai du mal à imaginer que, euh, pour des raisons de protectionnisme, je ne vois pas trop les Américains ou même les Russes accepter les standards. Ok. On va continuer avec quelques questions du coup. Pour reprendre bah, effectivement les questions qui étaient nombreuses, comment dire, il y a en fait la notion de est-ce que les projets américains sont foisonnants? Ça, on a bien vu, mais est-ce qu'ils sont tous réalistes et réalisables? Alors, tous réalistes. C'est les entreprises que j'ai gardées dans les. Parce que là, j'ai déjà épuré, hein, dans le sens où il y a sans doute, vous pouvez au moins trouver une vingtaine de projets de SMR avec des spin-offs d'universités diverses et variées. Mhm. J'estime qu'il y en a une dizaine, à peu près, qui sont suffisamment sérieux avec un soutien du DOI clair et net. Enfin, certaines ont touché plus de 100 millions de dollars de subventions sans problème. Donc là, le fait qu'il y ait une grosse aide de la puissance publique et aussi une implication des utilities, c'est-à-dire des électriciens qui sont en fait les clients, mais qui sont nécessaires pour lancer tout le projet. Hein. C'est eux qui montent les centrales au final. Oui, la plupart des projets, il y a pas mal de projets qui sont quand même très très sérieux. Moi, je suis prêt à prendre le pari d'une caisse de bon vin qui a au moins trois centrales de SMR opérationnelles en Amérique du Nord avant 2030. Ok. En problème. Et bon, là, c'est plus pour ma culture, mais comment dire, on a vu plusieurs dates. On a vu Oklo Oui. 2023, on a vu NuScale, mémoire à Pickering ou à Quickbert. En gros, quel est Voilà. le premier SMR qui va démarrer? Alors, On les suit les premiers, ce plannings. seront des micro. Les premiers, ce seront Ok. des micro-réacteurs, sans aucun doute. Donc, Oklo, Aurora, INL et USNC, GFP, OPG qui monte un MMR à au Canada sur le site des Canadian Nuclear Labs. Et donc là, c'est 2023-2024. Pareil pour les micro-réacteurs militaires. Donc ça, normalement, ça sera tenu. Après, pour les SMR, on vise les, le DOI voudrait 2020, entre 2025 et 2027. On va dire 2027. Je pense qu'on peut avoir déjà deux centrales opérationnelles, Ok. potentiellement. Un petit point du coup sur bah, le PR et le PR2, entre autres. Donc la présentation que va nous faire Victor. Euh, Petit rappel du contexte, mais je pense que tout le monde est au courant, bah, que, il y a eu la construction des EPR premier du nom, en premier lieu en Finlande, au Kiloto, et ensuite à Flamanville, et puis ensuite deux prochaines unités, deux unités suivantes qui ont été faites à Taishan. Après ça, donc après bah, les multiples rebondissements, il y a eu le début du projet EPR2. N'hésite pas à parler, Victor, hein,
On ne vous entend toujours pas. Donc les multiples rebondissements pour pour aboutir en fait à la construction d'un nouveau réacteur, parce que le parc nucléaire français vieillit, et bien que ce soit mon travail d'assurer la prolongation de son fonctionnement le plus longtemps possible, euh, il va arriver un moment, donc soit comme 40 ans, comme l'a regretté Fessenheim, ou alors comme 80 ans, comme on a vu certaines autorisations américaines enfin certains réacteurs de 900 MW américains être étendus jusqu'aux 80 ans en termes de fonctionnement. Eh bien, il arrivera un moment, peut-être pas maintenant, ni à échéance proche, mais où il faudra faudra commencer à penser au renouvellement du parc. C'est entre autres dans cette vue qu'a été commencée la première construction de l'EPR. Et c'est aussi dans cette même idée qu'a été enchaînée du coup la construction, la conception du projet EPR2. Donc là, qui est vraiment différent. C'est pas juste l'EPR, c'est pas non plus Hinkley Point, ce sera pas non plus Sizewell C, ce sera vraiment un nouveau réacteur à part. Il y a encore beaucoup de questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe du coup à la prochaine présentation sur le PR2. Il y aura de toute façon après comment dire, il nous restera, si on est dans les temps, 10 minutes encore de questions vraiment globales, donc là, EPR2 et SMR. Et voilà. Du coup, je ne sais pas si Victor. Alors moi, je reviens temporairement. Et est-ce qu'on a Victor avec nous? Du coup, je laisse Victor présenter. Bonjour. Déjà, j'aurais juste besoin d'une confirmation. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, dis-lui oui. Oui, c'est bien le cas. Oui, c'est bon. Tout le monde vous entend. Comme je vous ai dit, vous êtes prêts, on vous entend très bien. Allez-y, je vous en prie. C'est parfait. Donc du coup, je vais commencer par dire bonjour à tous. Désolé pour ces petits soucis techniques qui peuvent toujours arriver comme c'est en direct. Mais néanmoins et autrement plus intéressant, je vais commencer par une simple et petite question. Quel est en fait le point commun entre une aire de livraison, entre une pression de gaz et entre une réglementation environnementale? Eh bien, c'est précisément le point que je vais aujourd'hui développer dans le cadre de ma présentation. Si on peut passer donc juste à la slide suivante, je vais dans un premier temps, et excusez-moi pour les redites éventuelles par rapport à ce qui a pu être mentionné par le modérateur en avance de phase, je vais essayer de préciser quelques petits éléments par rapport au projet EPR2. Le projet EPR2, donc c'est un projet de centrale de génération 3+, gros réacteur, 1650 MW électriques. L'objectif est d'y intégrer les améliorations de sûreté qui ont déjà été prises en compte dans le cadre des précédentes générations de réacteurs qui sont suivies depuis le palier 900. Néanmoins, la différence assez fondamentale par rapport à ce qui a pu être fait précédemment, c'est que là, l'idée, c'est de partir d'un design existant, qui est le design de l'EPR, celui qui a été construit à Taishan, celui qui est en train d'être construit à Flamanville ou à Olkiluoto, et de voir comment est-ce qu'on pourrait conserver un niveau de sûreté équivalent, tout effectivement en reconcevant un certain nombre d'éléments pour obtenir des réductions significatives en termes de maîtrise technique et de coûts. Juste donc un petit point organisationnel, c'est un projet qui est aujourd'hui piloté par EDF et qui est dispatché entre les différents centres d'ingénierie de l'entreprise EDF, que ce soit Advance, donc à Paris, qui s'occupe de l'îlot nucléaire principalement, anciennement Framatome, qui s'occupe de la cuve et de l'intérieur de la cuve, et le CNEPE à Tours, qui s'occupe de la partie îlot conventionnel. Ça faisait partie, je dirais, du décor de la démarche que je vais vous présenter, de la façon de procéder que je vais vous présenter. Si on peut juste passer à la slide suivante, l'une des grandes nouveautés et l'un des grands leviers qui va être mis en œuvre dans le cadre de ce projet EPR2 pour justement pouvoir conserver ce niveau de sûreté, mais en même temps travailler sur la réduction des coûts, ça va être la mise en œuvre de l'ingénierie système. L'ingénierie système, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de travailler non plus uniquement par métier et par discipline, mais de découper le produit que je vais chercher à concevoir en différents sous-systèmes, lesquels vont eux-mêmes récursivement être découpés en nouveaux sous-systèmes, dans l'idée, je dirais, à la fois d'avoir une démarche descendante qui permettra de découper en entités et une démarche remontante visant à intégrer l'intégralité de ces sous-systèmes pour, in fine, les concaténer pour obtenir un produit qui satisfera aux critères qu'on va chercher à avoir. Pour quel objectif ce découpage? Pour être sûr que par ce procédé de dérivation à la fois des fonctions, des exigences ou des différentes interfaces, je vais pouvoir assurer la traçabilité
de ces différents éléments-là et m'assurer que les attendus que je vais formuler au niveau de mon système dans son ensemble, qui sera le projet EPR2, je vais pouvoir les décliner, les dériver et les retrouver au niveau de ces différents sous-systèmes élémentaires. Tout ça dans le but effectivement de concevoir plus vite, plus efficacement et surtout de façon plus robuste, de m'assurer que tout le monde aura en fait accès aux différentes informations au bon moment, c'est-à-dire au moment où il en aura besoin. Cette ingénierie système, si on peut juste passer au slide suivant, c'est effectivement un corpus théorique qui a été développé depuis les années 50-60 et qui est extrêmement robuste, qui a été mis en œuvre dans un certain nombre d'industries, pas le nucléaire nécessairement, en tout cas pas à date et sur des projets vendus, mais en tout cas qui existe. Néanmoins, elle présente un inconvénient, c'est qu'elle a tendance à susciter une hyperinflation de données, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on conçoit assez facilement, c'est que le fait de faire des listes d'interfaces, des listes d'exigences, des listes de fonctions et des choses comme ça, bah, ça donne des tableaux Excel, donc ça pose des vrais problèmes de réconciliation de la donnée, de mise en cohérence de l'ensemble de ces données. Donc, dans le cadre du cas-test que je vais présenter sur le sujet EPR2, la démarche qui a été poussée, c'est de prendre en compte ces principes d'ingénierie système qui sont aujourd'hui appliqués dans le cadre du projet et d'essayer de les décliner sous la forme de diagrammes, sous la forme de différents modèles, d'où le nom MBSE pour Model Based System Engineering, qui va me permettre de rassembler mon information, de pouvoir la partager efficacement et de pouvoir échanger autour de cette information. Si on passe maintenant à la slide suivante, je vais présenter un petit peu la façon dont ça a été mis en œuvre sur le sujet EPR2. En fait, comme je l'ai souligné, le projet EPR2 a eu pour objectif de mettre en œuvre cette démarche d'ingénierie système, et ce, quasiment dès le départ du projet, d'où un découpage donc en différents nœuds, lesquels nœuds sont eux-mêmes découpés en îlots, lesquels îlots sont eux-mêmes découpés en systèmes. Ces systèmes donc, vont faire l'objet de grandes revues de conception pour valider les différents états d'avancement de la conception des 10 systèmes qui vont constituer le PR2. Juste pour donner un petit peu de concret, un système, ça peut être quoi? Un système, ça peut être le circuit primaire, ça peut être l'instrumentation, ça peut être l'injection de bord, ça peut être, et ce sera le cas qui va m'intéresser aujourd'hui, les différentes servitudes de mon projet EPR2, c'est-à-dire la fourniture des utilités, les différentes que vous pouvez voir à l'écran. Les servitudes vont constituer un nœud et mes différentes utilités vont chacune séparément constituer des systèmes. Ces systèmes donc, vont faire l'objet de différentes revues de conception qui vont avoir pour objectif de valider les grands items de l'ingénierie système que j'ai introduit tout à l'heure, les interfaces, les exigences ou les différentes fonctions. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au périmètre qui a été celui que j'ai poussé en tant qu'architecte, donc au sein de ce périmètre des servitudes. Je vais zoomer un petit peu plus sur le petit onglet qui s'appelle gaz. Si on veut bien passer à la slide suivante, donc le périmètre qui a été celui de cette modélisation, dont je vais introduire les grandes lignes, ça a été ça, le parc à gaz. Donc c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le système qui a pour vocation à stocker et distribuer les différents gaz qui seront utiles au bon fonctionnement de la centrale. Je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail technique de ça, puisque ça n'aurait pas grand intérêt au regard de ce que je cherche à présenter aujourd'hui. Mais en tout cas, juste pour planter un petit peu le décor, ce qu'on perçoit bien autour de ce sujet parc à gaz, c'est qu'il y a effectivement des sujets de stockage, quelle quantité de gaz il faut qu'on ait, de réapprovisionnement, comment est-ce qu'on va le délivrer aux différents systèmes qui vont chercher à le consommer. Et juste donc pour planter un petit peu le décor, il y a 4 gaz qui sont aujourd'hui principalement stockés dans le cadre des centrales nucléaires telles que le parc existant, l'hydrogène, l'oxygène, l'argon et l'azote. Ces gaz sont fournis donc à différents systèmes pour accomplir différentes fonctions. Ils sont délivrés à différentes pressions, sous différents débits et à différents endroits. Ceux qui sont un petit peu familiers, si on veut juste passer au slide suivant, ceux qui sont un petit peu familiers des différentes démarches de conception et d'architecture de système voient effectivement là où est-ce que je veux en venir. C'est là qu'on va voir tout l'intérêt de cette mise en pratique de la modélisation, puisqu'elle va me permettre de représenter sous forme de diagrammes, sous forme de modèles qui sont faciles à partager, comment est-ce que mon système, parc à gaz et ses différents composants reliés aux différents gaz, à l'hydrogène, à l'azote, à l'argon et à l'oxygène, comment est-ce qu'ils vont s'interconnecter entre eux, puisqu'il y a des flux effectivement de contrôle-commande notamment qui vont s'établir entre ces systèmes, comment est-ce qu'ils vont s'interfacer avec les différents systèmes consommateurs, que ce soit en direct ou que ce soit
via des systèmes de fourniture. Ça, c'est l'objet du diagramme que vous pouvez voir en haut à gauche, de mapper un petit peu les grands composants. Ensuite, ce qu'on va pouvoir chercher à faire, c'est allouer différentes fonctions à ces composants, toujours dans l'objectif de ne pas faire de surconception, de ne pas définir ou dimensionner des composants autrement que pour la fonction qu'ils sont supposés accomplir. Donc c'est là où on va, sur ce type de diagramme, retrouver ce mapping entre les fonctions qui sont attendues des composants et mes différents composants. On va ensuite pouvoir prendre du recul, toujours dans un objectif d'intégration au niveau central, prendre du recul et essayer de faire émerger de ces comportements individuels de chacun de mes systèmes des comportements macro, c'est-à-dire des grandes fonctions. Je ne sais pas, moi, par exemple, si j'ai détection, mettons, je dirais, d'une inondation, je vais peut-être chercher à couper l'approvisionnement en oxygène. Ça va être des comportements macro, mais que je vais devoir tracer dans le cadre de ma conception du système. Et puis ensuite, justement, dans le cadre de ces fonctions, et c'est l'objet de la ligne du bas, des 3 diagrammes que vous voyez en bas, ce que je vais pouvoir chercher à représenter, ça va être tout simplement comment ces fonctions s'interfacent entre elles. Et donc, encore une fois, pour donner un exemple plus concret et plus pertinent de ce qui peut se cacher derrière, c'est de dire j'ai un système de stockage qui fournit une certaine quantité de gaz, peut-être de l'azote à une certaine pression, peut-être 50 bars. Je vais avoir une fonction de détente qui va me permettre de le basculer à une pression inférieure, peut-être du 15 bars, peut-être du 5 bars. Et donc là, je vais pouvoir me servir de mes diagrammes et du modèle de données qu'il y a derrière, justement pour m'assurer que toutes les personnes qui sont impactées par cette conception, les concepteurs de galeries dans lesquels ces tuyaux vont transiter, les systèmes consommateurs, les personnes de la sûreté qui vont aller prescrire des exigences par rapport à ça, m'assurer que tout le monde soit au même niveau d'information et puisse justement rentrer très facilement dans le sujet pour justement se prononcer sur l'adéquation de la conception de mon système avec le restant de ma centrale. Alors effectivement, peut-être que formulé comme ça a l'air d'être juste de la mise en forme. Néanmoins, effectivement, dès lors qu'on commence à concevoir des systèmes aussi complexes qu'un EPR, avec des flux innombrables qui sont mis en jeu à beaucoup de niveaux, ce type de méthode de partage de l'information permet effectivement de s'assurer qu'on a bien une conception robuste et donc qu'on n'a pas nécessité de revenir en arrière sur des sujets qui n'auraient pas forcément été anticipés justement au moment où ils peuvent être traités sans trop de douleur. Alors, pour donner un tout petit peu plus de détails par rapport justement aux valeurs ajoutées que ce type d'approche peut avoir, en particulier dans le cas d'un produit extrêmement complexe comme le PR2, si on peut passer juste à la slide suivante, là, les valeurs ajoutées telles qu'elles sont ont été détourées en 2 grands items. Déjà, techniquement, puisque ça permet justement au concepteur de système de s'assurer qu'il a bien pris en compte l'ensemble de ses interfaces, qu'il a bien pris en compte l'ensemble de ses fonctions, l'ensemble des exigences qui étaient allouées ou qui pouvaient être affectées à son système. Donc là, on a un gain, je dirais, à ce niveau-là, puisque ça permet de gagner en robustesse et puis de façon beaucoup plus transverse, donc à l'échelle d'un projet, ce type de méthodologie couplée justement à une approche ingénierie système un peu globale et un découpage en système pertinent permet justement une meilleure communication au niveau du projet, un meilleur partage de la donnée, une meilleure productivité puisqu'en fait, ce qui peut être très consommateur en temps dans des projets extrêmement complexes de ce type-là, c'est précisément d'aller récupérer la bonne donnée, la donnée pertinente, de s'assurer qu'elle est valide. Dès lors qu'on va fluidifier ces échanges de données, on va permettre ce gain en productivité. Et puis effectivement, et ça je le mentionnais tout à l'heure, on aura également un gain tout à fait significatif en termes de réduction des risques, dans la mesure où cette approche-là va nous permettre de nous assurer, et quand je dis nous, c'est un nous de parties prenantes autour d'un système, autour d'un nœud, autour d'un îlot ou autour d'un sujet spécifique, de s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, que l'ensemble des éléments relatifs à cette approche ont bien effectivement été pris en compte. Pour passer donc juste à la slide suivante, qui sera la dernière, je dirais que aujourd'hui, c'est en tout cas ma conviction à titre personnel que ce type d'approche
d'un point de vue à la fois méthodologique et à la fois dans une déclinaison autour d'outils qui peuvent permettre de représenter ce type de diagramme ou de centraliser la donnée qu'il y a derrière, de faire en sorte que voilà, la même interface soit partagée entre différents acteurs, le même nom de système soit partagé entre différentes parties prenantes. C'est en tout cas ma conviction que ce type d'approche va permettre d'être plus efficace dès lors qu'on va gérer des projets extrêmement complexes, typologie de projets dont font partie nécessairement et essentiellement les projets nucléaires. Ce type d'approche me paraît, à titre personnel, essentiel. Ce type d'approche va également, je dirais, avoir des conséquences sur la façon dont le travail est mené, et ce, à tous les niveaux d'un projet. Donc, s'il y a parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, effectivement, des personnes qui sont impliquées dans la conception de systèmes ou d'éléments comme ça, pour moi, ce type de mouvement sera à la fois impactant et bénéfique, puisqu'il permettra d'avoir plus facilement accès aux différentes données. Et enfin, donc, pour clôturer et revenir sur ce que je mentionnais initialement, le point commun entre une aire de livraison, laquelle est un sous-système de mon parc à gaz, la réglementation ICPE qui constitue une somme d'exigences à prendre en compte dans la conception de mon parc à gaz, et mes informations de débit et de pression qui sont des informations d'interface, le point commun, c'est que pour moi, tous ces éléments-là ont vocation à être abordés de façon centralisée dans une approche d'ingénierie système outillée, et que donc, à un moment ou à un autre, il sera nécessaire de savoir fusionner ces différents éléments pour justement construire une démarche d'ingénierie robuste. Et c'est aujourd'hui ce à quoi on assiste et ce qui est en train d'être mis en œuvre dans le cadre du projet EPR2. Je vous remercie de votre attention et puis je reste à votre disposition naturellement s'il y a des questions. En effet, c'est le cas. Je ne sais pas si Elsa est là pour les poser. Elsa, est-ce que tu nous entends? Ok, je vais prendre le relais, il n'y a pas de souci. On a une question, en effet. Vous m'entendez, Monsieur Richet? Oui, pas de problème. En quoi cette méthodologie générique de MBSE doit-elle se particulariser pour la conception d'une centrale nucléaire? Alors, en un certain nombre de points, puisque comme je le mentionnais initialement, c'est une méthodologie qui a... En fait, l'ingénierie système, c'est quelque chose qui vient initialement du monde du produit, donc plutôt l'aéronautique, l'automobile, quand on conçoit quelque chose de générique, en fait, et a fortiori, sa déclinaison basée sur les modèles, c'est quelque chose qui est adapté au fait de faire des modèles génériques pour des systèmes qu'on va répliquer. Le cas de figure dans le cadre du nucléaire est un petit peu différent, puisque ce qu'on va chercher à faire, c'est avant tout de bien réussir des projets plus en mode one-shot. Donc là, il y a un levier d'adaptation à avoir de ce point de vue-là. Néanmoins, je pense qu'il faut essayer autant que faire se peut de rester dans le canevas tel que tracé. Et donc, effectivement, les évolutions, ou en tout cas les adaptations à avoir par rapport à ça, doivent rester dans cette ligne-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. D'accord, je vais répéter ma question. Vous m'entendez bien, Monsieur Richet? Oui. Ok, très bien. En effet, il y a une autre question. Est-ce que la mise en place de l'ingénierie système qui a été à l'origine de la plupart des innovations sur le PR2, ou plutôt le REX, entre parenthèses, construction et début d'exploitation des autres PR? Indirectement, oui, dans le sens où effectivement le REX des autres PR fait l'objet de retours, notamment sur Flamanville 3, les difficultés qui ont pu se présenter en termes
en termes de construction hein, en particulier et en termes de commissioning d'ailleurs également. En fait, l'ingénierie de système n'a pas forcément été à la racine de l'intégration de ce REX-là. Néanmoins, le fait de pouvoir s'appuyer sur une méthodologie d'ingénierie système, et notamment en ce qui concerne les exigences, a permis de formaliser ce retour d'expérience et à la fois d'être à même de l'intégrer efficacement dans une démarche de conception, mais aussi de s'assurer de sa prise en compte. Je vais juste rapidement illustrer ça par un exemple. Typiquement, si on s'aperçoit que dans le cadre de Flamanville, le REX, alors je vais prendre un exemple tout bête, mais qu'il était compliqué de peindre certains locaux en blanc, c'est vraiment un exemple tout bête. À ce moment-là, ça peut faire l'objet d'une exigence sur les 10 systèmes qui occupent ces locaux dans le cadre de l'EPR2, laquelle exigence sera éviter la peinture blanche. Et donc, ça permettra à la fois de s'assurer qu'on a bien pris en compte ce REX, mais aussi d'avoir justement un concepteur qui aura vocation à apporter la preuve de cette prise en compte. Ok, merci beaucoup. On a d'autres questions en fait qui suivent avec une encore. Quels sont les avantages d'une telle modélisation pour la phase de réalisation? Par rapport à la phase de réalisation, là, ce qui va se passer, c'est effectivement sous réserve, naturellement, qu'on a poussé cette démarche de modélisation suffisamment loin pour effectivement, parce que là, les diagrammes que j'ai montrés étaient plus à un niveau ingénierie, donc on ne rentrait pas nécessairement dans le détail du composant. Et typiquement, pour ceux qui sont un peu familiers de la façon dont on travaille EDF, on ne rentrait pas, par exemple, dans le détail du repère fonctionnel ou de l'immatriculation du composant, sous réserve qu'on ait poussé cette démarche jusqu'à ce niveau-là, ce qui s'entend naturellement tout à fait. Ce qu'on va pouvoir faire effectivement en phase de réalisation, c'est se servir de ce type de modélisation pour suivre et partager l'avancement de la construction, c'est le premier point, et deux, justement pour faire remonter les problématiques qui pourraient se poser. Je pense effectivement à un potentiel, mettons, je dirais, conflit, mettons, d'installation. Si j'arrive dans un local et que je dois installer, par exemple, une échelle à un endroit où il y a déjà une armoire, je vais faire remonter via mon modèle que mon échelle est dans un état non installé. Et en termes de raison, je vais aller illustrer ça par quelque chose de type emplacement déjà occupé ou conflit ou quelque chose comme ça. L'idée, encore une fois, c'est pas le corpus méthodologique qui va permettre justement de structurer la démarche de conception, ce sera avant tout l'ingénierie système. La modélisation, c'est une façon de décrire, de représenter et de partager les éléments. Il ne s'agit pas de réinventer ces différents éléments, il s'agit avant tout de s'assurer qu'ils seront efficacement remontés et partagés. Ok, très bien. Une dernière question, si vous avez le temps, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous a amené dans la filière nucléaire et que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à la rejoindre? Alors moi, à titre personnel, je suis arrivé dans la filière nucléaire principalement par intérêt scientifique, ce qui m'avait valu effectivement d'avoir une formation plutôt en neutronique et plutôt en équation. En fait, nucléaire, je suis arrivé à l'ingénierie de système un peu sur le tard et à l'ingénierie un peu sur le tard. Néanmoins, et par rapport à la deuxième partie de la question, j'ai tendance à considérer que la filière nucléaire, c'est quand même quelque chose qui regroupe un grand nombre de domaines d'ingénierie assez poussés et assez avancés. Donc l'argument initial qui a été le mien, celui de l'intérêt scientifique, reste toujours valide si on veut justement travailler, si on veut se frotter à une complexité tant technique que scientifique, ça reste avant tout le meilleur domaine. Et je reste également persuadé, dans le cas de la France, mais comme dans le cas de beaucoup de pays, que c'est une technologie qui sera nécessaire si on veut aborder efficacement les évolutions de société qui nous attendent, et je pense évidemment au cas du changement climatique. Donc c'est à la fois un choix par intérêt,
et par nécessité. Juste reprendre la main. En tout cas, merci en tout cas à vous deux, même si je sais que Victor peut pas trop nous entendre, mais merci en tout cas à vous deux pour vos deux présentations. On aura fini avant 14h15. Désolé pour le léger retard. En premier lieu, du coup, je vais aussi poser la question à Charles. Je ne sais pas si il est toujours présent. Oui. Ok. Et du coup, c'est la même question en fait. Qu'est-ce qui vous amenez dans la filière nucléaire et que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à la rejoindre? Alors, qu'est-ce qui m'a amené dans la filière nucléaire? Bon, moi, ça m'a toujours intéressé. À l'origine, je suis physicien des plasmas, mais en même temps, j'ai économie, finance et géopolitique de l'énergie. Donc, la combinaison, elle est bien aussi dans ce sens-là. Donc voilà, et puis pour moi, c'est l'avenir et ça l'a toujours été. Donc, c'est pour ça que c'est aussi excitant, même si c'est difficile, même s'il y a des périodes difficiles pour l'industrie. Au final, je pense qu'elle finira par rayonner et remplacer les fossiles, on va dire majoritairement. Donc voilà, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite à la rejoindre? C'est l'avenir malgré tout ce qu'on peut dire. Et justement, quand finalement tout le monde n'y croit pas, que c'est difficile, ça reste des et je pense que justement, si on est capable d'amener quelques victoires, peu importe où d'ailleurs, ça sera d'autant plus beau. Voilà. Ok. C'est un vrai challenge et c'est excitant intellectuellement, enfin, tout y est, quoi. Alors du coup là, vous allez pu voir déjà certaines questions dérouler. Du coup, n'hésitez pas à répondre. N'hésitez pas à répondre aussi au quiz parce que ça nous permet d'avoir un vrai retour. Est-ce que tu peux couper ton micro, Charles, s'il te plaît? Du coup, un vrai retour sur sur ce webinaire-là, sur ceux d'après. Donc là-dessus, n'hésitez pas vraiment à répondre. Ensuite, et du coup, je vous remercie à tous pour votre participation, autant du coup des côtés présentateurs que des membres de l'équipe Sven Jeune Génération et du côté d'Advancecom, qui a aussi eu un très très gros travail. Et comme affiché, on se retrouve du coup pour le prochain webinaire, le 16 juillet de 13h à 14h sur les jumeaux numériques. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.